Bonjour à tous et merci de vous être inscrits si nombreux à ce deuxième webinaire de 2022. Donc un webinaire destiné à présenter évidemment l'identité nationale de santé et le référentiel national d'identité-vigilance, mais un webinaire pour aller plus loin, où on va voir des choses peut-être un peu plus complexes que ce qu'on avait vu l'année dernière. Il y a certains éléments qu'on ne reverra pas, donc pour, les participants qui découvriraient finalement, l'identité nationale de sa santé, je vous conseille de, visionner les replays des webinaires, que nous avons fait au premier semestre 2021, qui étaient d'une forme un petit peu différente, avec beaucoup plus de détails, sur la mise en œuvre du projet en particulier. Hem et de vous, reporter au support de ces webinaires, que vous trouverez dans notre espace Agora Social Club. Sophie vous mettra dans le chat, les liens vers, les replays et éventuellement le lien vers l'Agora Social Club. Donc en attendant les derniers inscrits et les retardataires, je vous rappelle les bonnes pratiques, de communication au cours de ce webinaire. Vous pouvez évidemment vous exprimer et n'hésitez pas à le faire dans le chat. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser votre micro. Le support de présentation, comme toujours, sera en ligne sur l'espace collaboratif Grive. On vous communiquera également les liens vers le replay qui est sur YouTube. Et enfin, si vous étiez plusieurs à assister à la formation, merci de nous envoyer un mail à grive@ies-sud.fr en indiquant les noms des participants, alors nom, prénom, fonction, établissement et adresse mail. Tout ça pour 3 raisons finalement. 2 raisons qui vous intéressent directement, c'est recevoir les liens vers le quiz et le quiz d'évaluation des connaissances, recevoir votre attestation de présence et pour nous, ça nous permet de calculer le taux de participation au webinaire. Si vous répondez au quiz et que vous avez plus de 50 de bonnes réponses, vous recevrez une magnifique attestation de formation aux couleurs du gris. En attendant, toujours les derniers retardataires, j'en profite pour vous présenter le plan. Donc dans ces webinaires que nous organisons au premier semestre 2022 pardon, nous faisons évidemment des rappels sur l'identité nationale de santé, le RNIV, mais ce sont vraiment des rappels. Un rappel également sur toutes les actions à réaliser pour mettre en œuvre le projet. Je redis, si vous voulez avoir des choses plus détaillées sur ces 2 points, je vous renvoie au webinaire du premier semestre 2021. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui madame Sylvie Crochery et le docteur Lilith Marsoubian du centre hospitalier d'Allo qui nous feront un retour d'expérience sur le déploiement de l'INS et avec l'organisation qu'ils ont mis en place au CH Allo. Et enfin, pour terminer, je vous ferai un retour d'expérience sur les divergences qu'on peut rencontrer entre l'identité nationale de santé et les traits d'identité présents sur une pièce d'identité. Ce retour d'expérience est enrichi de toutes vos remontées d'informations et je l'ai encore enrichi ce matin en préparation de ce webinaire. Écoutez, je vous propose qu'on démarre tout de suite le webinaire. Retardataires prendront en cours de route et pourront visionner le replay si nécessaire. Commençons donc par ces rappels. Alors, tout d'abord, l'identité nationale de santé. L'identité nationale de santé, vous le savez tous, mais je le rappelle, est une identité qui doit être utilisée par tous les acteurs du monde de la santé et du monde médico-social, obligatoirement, depuis le 1er janvier 2021. Cette identité, elle est unique, elle est pérenne pour un usager, elle est permanente, elle varie très peu. Et comme tous les acteurs récupèrent cette identité en interrogeant directement les bases de référence à l'aide du téléservice mis en œuvre par l'assurance maladie, enfin par le GIE Sésame Vital, euh, tout le monde utilise la même identité. Cette identité, elle sert à référencer les données de santé et elle facilite, bien évidemment, l'échange et le partage de données entre professionnels.
L'utilisation de cette identité est encadrée par un corpus juridique important. Nous avons 2 décrets qui concernent finalement le NIR, hein, le numéro d'identification au répertoire des personnes physiques. Le décret cadre NIR qui autorise les professionnels de santé à utiliser le NIR. Le décret INS qui définit le NIR comme matricule INS, comme identifiant national de santé. Et un arrêté qui est très important pour nous, qui est récent, qui est paru avec retard, hein, il date d'il y a un peu moins d'un an maintenant, mais il rend opposables 3 documents qui sont majeurs: le référentiel INSV2, le guide d'implémentation qui est majeur pour les éditeurs parce qu'il définit les règles que doivent respecter les éditeurs dans le développement de leur logiciel et dans ce qu'ils vont proposer aux utilisateurs, et enfin le référentiel national d'identito-vigilance, les 5 premiers volets, donc les volets 0 à 4, et ce référentiel est opposable à tous. Et je pense qu'on peut le dire, c'est grâce à l'INS que nous avons enfin un référentiel national d'identito-vigilance opposable, puisque, avant l'arrivée de l'INS, les référents d'identito-vigilance avaient vainement sollicité le ministère de la Santé qui ne voyait pas l'intérêt d'un tel référentiel. Donc l'INS a été vraiment une opportunité pour l'identito-vigilance. Donc l'identité nationale de santé, qu'est-ce que c'est? L'identité nationale de santé, c'est pas juste un numéro, hein. Souvent on dit: «Oui, c'est le numéro de sécurité sociale». Pas du tout, c'est une erreur, il faut vraiment pas parler comme ça. L'identité nationale de santé, c'est une identité qui est composée d'un matricule, le matricule INS, qui est soit le NIR, donc numéro d'identification au répertoire des personnes physiques, soit le NIA, numéro d'identification d'attente de l'individu. Ce numéro d'identification d'attente, je vous le rappelle, il est attribué à un individu qui est né à l'étranger et qui vient travailler et cotiser en France, au moment de son immatriculation, le temps de faire les vérifications nécessaires. Une fois que les vérifications sont terminées, ce NIA va se transformer en NIR. Dans l'INS, nous avons également un identifiant technique qu'on appelle l'OID. Alors, OID, ça veut dire Object Identifier ou identifiant de l'autorité d'affectation, qui est important pour nos systèmes d'information. Il délivre 2 informations, cet identifiant technique. La première, c'est qu'il permet que le système d'information s'assure que l'INS provient bien de l'utilisation du téléservice. Et la seconde information, c'est qu'il permet à notre système d'information de distinguer un matricule INS de type NIR d'un matricule INS de type NIA. Enfin, l'INS est composé de 5 traits stricts de référence qui sont le nom de naissance, la liste des prénoms séparés par un espace, le sexe, la date de naissance et le code de lieu de naissance. L'identité nationale de santé provient de bases d'état civil de référence et pas du tout il ne s'agit pas de l'identité de la sécurité sociale. Et nous allons tout de suite voir le fonctionnement de ces bases d'identité de référence. En fait, pour simplifier, quand on présente l'INS, on dit l'INS provient d'une base nationale d'identité. C'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais là, comme aujourd'hui on est ensemble pour aller plus loin, on va découvrir un petit peu cette complexité. Il y a tout d'abord la base qu'on appelle RNIPP, Répertoire national d'identification des personnes physiques. C'est une base qui est gérée par l'INSEE, dans laquelle se trouvent toutes les identités des usagers qui sont nés en France et dans la grande majorité des départements et territoires d'outre-mer. Seconde base, le SNGI, ou Système national de gestion des identifiants. Cette seconde base, elle est gérée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et elle est alimentée finalement par les organismes de protection sociale. Ils vont enregistrer l'identité des nouveaux assurés. Ces assurés qui auront d'abord un NIA, donc c'est-à-dire les étrangers qui viennent travailler en France et qui cotisent à l'assurance maladie. Un petit point d'attention, c'est que dans ce SNGI, c'est là que sont également enregistrés les usagers français qui naissent à Wallis-et-Futuna ou en Nouvelle-Calédonie. Et c'est ça l'exception, vous voyez. Tous les usagers qui naissent en France sont enregistrés avec des flux informatiques qui partent des bureaux d'état civil et ça arrive dans la base INSEE, RNIPP, sauf pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, où là,
ils sont enregistrés, ces usagers-là sont enregistrés par les organismes de protection sociale dans le SNGI. Vous voyez que ces bases, finalement, elles doivent contenir la même chose puisqu'elles sont synchronisées toutes les nuits, en synchronisation bidirectionnelle. C'est-à-dire, ce qui est dans le SNGI va arriver dans le RNIPP et vice-versa. Et le SNGI, il donne aussi les informations, il alimente également 2 autres bases. Une base qu'on appelle le RNIAM, Répertoire national d'immatriculation de l'assurance maladie, et elle est gérée par la Caisse nationale d'assurance maladie, cette base RNIAM, et une autre base qu'on appelle le RFI, Référentiel des identités, qui est également gérée par l'assurance maladie. Et vous voyez que, alors elles sont importantes ces bases, retenez bien RFI, vous allez voir pourquoi tout à l'heure quand on va parler du fonctionnement du téléservice, et retenez bien SNGI, parce que vous allez voir que ce sont ces 2 bases qui vont être attaquées par le téléservice INSI pour vous ramener l'INS. Voilà. Ce qu'on peut retenir également de ce schéma, c'est qu'il y a une synchronisation, mais ça n'est pas une synchronisation permanente. Là, entre le RNIPP et le SNGI, c'est une fois par nuit. Et ensuite, les informations redescendent dans le RNIAM et le RFI, mais il y a aussi un délai de propagation, ce qui peut parfois expliquer qu'on ne retrouve pas des identités. Et en plus, qui dit synchronisation dit potentiellement erreur informatique. Et on l'a déjà mis en évidence, et c'était du reste au CHALO qui va témoigner aujourd'hui. On peut avoir des erreurs de synchronisation, c'est-à-dire des identités qui sont dans le RNIPP et qui n'arrivent pas à arriver dans le fameux SNGI parce qu'il y a une erreur informatique. Donc, quand on ne trouve pas l'INS d'un usager, qui est né en France, qui a toutes les raisons d'avoir une INS, et en particulier quand on a cherché par carte vitale, par lecture de la carte vitale, on le verra, il faut absolument déclarer ces anomalies à l'éditeur du logiciel pour qu'il fasse remonter l'information et que l'erreur soit corrigée. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question de Karine Bouzereau dans le chat. Le NIA, Karine, ça n'est que pour les étrangers en cours d'immatriculation. Les enfants ont d'emblée un NIR. Ils sont déclarés à l'état civil, les informations remontent vers le RNIPP, ils ont directement un NIR. Il n'y a que les usagers qui sont immatriculés par les organismes de protection sociale et qui sont nés à l'étranger qui ont un NIA de façon transitoire. Béatrice, on verra pour votre question. Je suis étonnée de l'appel du SNGI car erreur fréquente. Je pense que vous me reposerez la question si c'est nécessaire une fois que j'aurai présenté finement le fonctionnement du téléservice. Et je passe tout de suite à la présentation du téléservice. Donc, on ne va pas rappeler les choses évidentes. Je vous rappelle simplement que ce téléservice INSI permet 2 opérations. Une opération de récupération de l'identité nationale de santé, soit par lecture de la carte vitale, soit par saisie des traits. Et une deuxième opération qui est la vérification de l'identité nationale de santé, qui peut se faire soit de façon unitaire, c'est-à-dire usager par usager, quand on reçoit par exemple une INS qui nous est transmise par un autre professionnel de santé et qu'on ne connaît pas dans le référentiel identité de l'établissement cette INS, avant de pouvoir l'intégrer, il faudra la vérifier en utilisant le téléservice de vérification. Les opérations de vérification en masse, elles sont destinées à vérifier périodiquement les INS que vous aurez en base, puisque le référentiel INS prévoit que périodiquement, donc tous les 3 à 5 ans, un établissement, une structure, un professionnel vérifie si les INS qu'il a enregistrés dans son référentiel sont toujours bons. Pour utiliser ce téléservice, il faut être authentifié, hein, et 2 moyens d'authentification. Une authentification via carte en utilisant une carte CPX, donc CPE de professionnel d'établissement ou CPS de professionnel de santé ou CPF de professionnel en formation, carte nominative obligatoirement. On peut également, depuis le mois d'octobre 2022, utiliser un certificat serveur. J'en profite pour vous signaler que l'ANS organise prochainement
Il me semble que c'est le 21 avril. Sophie va vous mettre les coordonnées dans le chat et les liens d'inscription. Un webinaire qui va expliquer comment commander ces certificats serveurs. Et si vous envisagez d'utiliser un certificat serveur, je vous conseille de vous inscrire au webinaire. Vous aurez ainsi toutes les informations à la source. Alors, Corinne Arignor-Doki nous demande d'éclairer les modalités de la vérification en masse. Alors, cette vérification, elle est obligatoire. Je ne sais pas si les éditeurs l'ont déjà implémentée dans leur système. Il faudrait leur poser la question parce qu'ils ont commencé par implémenter les opérations de récupération, évidemment. Et normalement, vous devrez pouvoir paramétrer le système en disant, je sais pas, je vous donne un exemple tout bête, lundi, je vais vérifier toutes les identités nationales de santé des patients dont le nom commence par A et qui ont plus de 5 ans dans mon service. Et ça fonctionnera la nuit. C'est là que c'est intéressant d'avoir un certificat serveur, parce que du coup, on n'a pas besoin de laisser une carte CPX dans un lecteur. Et ça vous répondra le lendemain, ça alimentera des listes de travail, ça vous dira « OK ». Donc là, il n'y a rien à faire. Ou KO, j'ai vérifié l'INS, elle n'est pas bonne, elle est plus bonne. Et du coup, il faudra refaire appel à l'opération de récupération pour récupérer la nouvelle INS. Quand est-ce qu'une INS pourrait ne plus être bonne? Tout simplement parce qu'un NIA s'est transformé en NIR. Même si le numéro, la suite de chiffres composant le matricule ne change pas, il y a au moins une chose qui change, c'est l'OID, l'identifiant de l'autorité d'affectation. Et du coup, ce changement d'OID, ça fait changer l'INS, par exemple, ou ça pourrait être un usager qui a changé de sexe de façon officielle ou qui a changé de prénom ou qui maintenant, puisqu'on va avoir le droit au moins une fois dans notre vie de changer sans raison précise, on va dire, de nom de naissance, quelqu'un qui aura changé de nom de naissance. Alors, je continue parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je ne voudrais pas prendre de retard en vous détaillant le fonctionnement de ce téléservice. En fait, alors vous allez voir, c'est assez complexe, mais je voulais vraiment vous le présenter parce que ça va vous permettre d'expliquer certaines erreurs que vous avez peut-être rencontrées. Tout d'abord, si on s'intéresse à l'opération d'interrogation du téléservice, alors je parle du téléservice de récupération, appel par carte vitale. En fait, le téléservice ne va pas interroger la même base en fonction du régime d'assurance maladie de l'usager. Si l'usager est au régime général ou dans un régime hébergé par l'assurance maladie, ça va interroger le RFI. Vous vous rappelez le RFI, référentiel identité, dans la diapo que je vous ai passée quasi juste avant, ou presque avant, c'est la base qui est la plus en bas de notre arbre. Je vous remets la diapo là, juste pour vous le montrer très rapidement. Si j'y arrive, voilà, vous voyez, SNGI, il est en haut, vous voyez, c'est lui qui alimente le RNIAM et le RFI. Donc, si on revient à cette diapositive-là, pour les usagers du régime général et des régimes hébergés, donc ça représente à peu près 90% des usagers, ça interroge le RFI. Pour les usagers des régimes non hébergés et d'autres petits régimes, on va dire, type, je ne sais pas moi, MGEN, MSA, CNMSS, ça va interroger le SNGI. Donc, et les modalités d'interrogation ne sont pas tout à fait les mêmes. Le téléservice ne fonctionne pas tout à fait les mêmes quand il s'adresse au RFI ou au SNGI. Quand on interroge le téléservice par saisie des traits, le fonctionnement est complètement différent. Tous les appels passent en première intention sur le RFI, le référentiel identité. Et là, donc, ici, la recherche, elle est faite par un algorithme qui ne ramène que les identités strictement identiques aux traits utilisés pour la recherche. Voilà. Mais dans le cas de la recherche par saisie des traits, si il n'y a pas de réponse dans le RFI, en deuxième intention, il y a une interrogation du SNGI. Et là, par contre, il y a un algorithme de recherche de ressemblance, c'est-à-dire qu'il pourra vous ramener des identités discrètement différentes. Je vous donne l'exemple de mon mari qui cotise à la CNMSS. Son nom de famille, c'est Nguyen-8-Tui. Si je le cherche par saisie des traits et que je tape uniquement Nguyen, je vais le trouver
Pourquoi je vais le trouver? Parce que ça va taper dans le RFI, il n'y aura pas de réponse, ça va aller au SNGI et là, comme il y aura cet algorithme de ressemblance, on va le retrouver si vous voulez. Mais ça, c'est uniquement par saisie des traits. Donc, alors, je regarde un petit peu les questions dans le chat. Si ce n'est pas clair ce que je viens de vous dire et que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la poser. Ce fonctionnement est super complexe, mais le fait, si vous voulez, que ça ne tape pas sur les mêmes bases selon le régime, 2, que ça n'utilise pas tout à fait le même algorithme, ce qu'il faut retenir simplement, c'est que ça peut expliquer des réponses qui vous paraîtraient curieuses. Par exemple, vous pourriez dire, mais pour tel usager, je cherche avec son nom et ça ne me ramène rien. Et par contre, quand je cherche autrement, ça me ramène quelque part. Ça me ramène quelque chose, pardon. Ça peut expliquer des petites discordances, mais je vous l'accorde. C'est un peu complexe à appréhender. Alors, je réponds aux questions dans le chat. Pour la question de Shadi Abras, nous avons remarqué que la base INSEE a des fois des erreurs sur lieu de naissance, prénom, comment faire. On y reviendra toute cette partie, on va l'aborder dans la dernière partie du webinaire, donc on y répondra à ce moment-là. Pour Christine Le Tollec, vous avez en tête une périodicité de vérification de l'INS en masse tous les 3 à 5 ans. Vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Et c'est à vous de déterminer la périodicité entre 3 et 5 ans. Alors, pour Valérie Pascal, je n'avais pas trop notion que l'on pouvait changer de nom de naissance. Mais effectivement, pour l'instant, on ne peut pas. Par contre, il y a une loi en préparation qui devrait être applicable au mois de juillet de cette année. C'est une mesure du gouvernement qu'on a, qui va autoriser chaque Français à changer une fois dans leur vie de nom de naissance sans justification particulière. Aujourd'hui, pour changer de nom de naissance, c'est des procédures très précises, il y a des jugements de tribunaux, ou alors c'est l'adoption, la reconnaissance de paternité. À partir de juillet, ça sera possible pour tous les Français au moins une fois. Et du coup, je pense que le temps que tout se cale, ça va beaucoup complexifier l'identification des usagers. Est-ce que les bases nationales seront mises à jour rapidement ou pas? Est-ce que les usagers referont la pièce d'identité ou pas? Il y a un point d'attention là-dessus. Alors, pourquoi peut-on qualifier des identités avec une INS commençant par 7 temporaire? Normalement, on ne peut pas. Normalement, on ne peut pas. Et ça, c'est aussi des petites erreurs du téléservice. Je vous explique. Dans le RFI, il y a évidemment les identités. Je reviens sur cette diapositive-là. Il y a évidemment les identités qui viennent du SNGI, du RNIAM et du RFI, mais il n'y a pas que ces identités-là. Il y a aussi les identités des usagers qui sont immatriculés, par exemple, dans le cadre de conventions internationales de soins. C'est ceux-là, par exemple, qui ont un matricule qui commence, enfin, un matricule, c'est un numéro, c'est ni un NIR ni un NIA qui commence par 7. Et normalement, ces identités, elles ne devraient pas revenir, elles ne devraient pas être ramenées par le téléservice. Elle ne devrait pas être ramenée par le téléservice. C'est un problème. Ça a été signalé au GIE Sésame Vital. Et la prochaine version du téléservice, la version 5 qui est attendue au mois de juillet de cette année, devrait corriger ce problème. Donc, oui, effectivement, un matricule INS, ça commence par 1 ou ça commence par 2. Si vous avez quelque chose qui commence par autre chose, il vaut mieux ne pas accepter l'INS. Par contre, il faut le signaler pour que ça soit corrigé. Et alors, j'en profite très rapidement pour vous signaler une autre petite anomalie. Une autre petite anomalie qu'on m'a signalée ce matin. Imaginons que votre usager ait été immatriculé d'abord au régime général, on va dire, avec un numéro temporaire, et qu'après, au moment où il obtient son NIR définitif, il change de régime, il n'est plus au régime général. Et ben, il y a eu un cas où, en faisant l'appel par saisie des traits, évidemment, ça a interrogé le RFI. Il y avait toujours l'identité de cet usager avec ce matricule temporaire dans le RFI. À tort, elle aurait dû disparaître, mais c'était une erreur. Et donc, ça a ramené un matricule INS erroné
Par contre, si pour le même usager, on avait interrogé par lecture de la carte vitale, ça aurait interrogé directement le SNGI et ça aurait bien ramené le bon matricule de cet usager qui était dans un régime non hébergé par la sécurité sociale. Procédure de signalement, pour Sébastien Moutet, on la voit dans la dernière partie du webinaire, donc ça répondra à votre question. J'accélère un petit peu parce que j'ai déjà pris du retard. Je vous rappelle simplement que pour être utilisé, l'INS doit être qualifié. Qualifié, ça veut dire j'ai utilisé le téléservice pour la récupérer et j'ai vérifié l'identité de l'usager en respectant les procédures d'identito-vigilance qui sont définies dans le RNIV. Qu'est-ce qui vous concerne, vous, établissement de santé, dans le RNIV? Deux volets. Le volet 1, les principes communs qui sont opposables à tous, et le volet 2, qui est la mise en œuvre en établissement de santé. Le RNIV, ça ne traite pas juste d'INS finalement et de comment je récupère l'INS. C'est beaucoup plus large comme périmètre. Ça traite de gouvernance, ça traite de formalisation, c'est-à-dire la charte, la politique, les procédures qu'on doit avoir dans l'établissement, comment on doit gérer les accès à la création des identités, etc. Ça traite évidemment de suivi de la thématique, hein, évaluation et pilotage. Ça traite bien sûr de pratiques d'identification primaire, puisque c'était quand même l'origine de la commande de ce RNIV par le ministère de la Santé, mais ça traite d'identification secondaire et ça traite évidemment de gestion des risques. Quand on met en œuvre une vigilance, on doit gérer les risques a priori et a posteriori qui sont identifiés. Aujourd'hui, on va on va faire un focus sur l'identification primaire puisqu'on va parler d'INS. Je vous renvoie encore une fois au webinaire de 2021 si vous voulez des détails sur la gouvernance, sur la formalisation, sur la gestion des risques et sur les indicateurs de pilotage. Nous l'avons largement exposé au cours des précédents webinaires. Là, on va faire un focus sur quelques mesures d'identification primaire avant de laisser la parole au retour d'expérience du CHALO. Donc, pour créer une identité, il y a maintenant 5 traits qui doivent être saisis obligatoirement. Le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance et le sexe, en respectant des règles de saisie qui sont elles ont été définies de façon à ce que l'identité locale que vous allez saisir soit de même format que l'identité nationale de santé qui vous sera ramenée par le téléservice. Ça fait un changement, effectivement, par rapport à l'instruction ministérielle qui avait été promulguée en 2013. Le changement, c'est que maintenant, on conserve les tirets et les apostrophes. En 2013, on nous disait tirets et apostrophes sont remplacés par des espaces. Et bien maintenant, c'est fini. Les tirets et les apostrophes sont conservés. Par contre, on saisit toujours en majuscule, on n'utilise toujours pas de caractères diacritiques ou spéciaux, et évidemment, on n'utilise pas d'abréviation. Ces traits minimums qui sont obligatoires pour créer une identité, ils vont être enrichis par des traits complémentaires, en particulier le nom et le prénom utilisés, et enrichis évidemment par l'identité nationale de santé. Le RNIV dit, dès que possible, pour les usagers éligibles, c'est-à-dire ceux qui ont une identité nationale de santé, donc je reprécise, les usagers qui sont nés en France et les usagers qui travaillent en France, donc qui cotisent à l'assurance maladie, hein, qui sont nés à l'étranger et qui cotisent à l'assurance maladie. Alors, une petite précision, parce qu'on me pose souvent la question, un usager français qui est né en France et qui ne cotise pas à l'assurance maladie parce qu'il travaille, par exemple, en principauté de Monaco, il a une INS puisqu'il est né en France. Par contre, un usager né à l'étranger et qui ne travaille pas en France, donc qui ne cotise pas à l'assurance maladie française, il n'aura pas d'INS. Voilà. Et évidemment, les étrangers en situation irrégulière n'auront pas d'identité nationale de santé. Donc, le RNIV dit, pour les usagers éligibles, il faut appeler le téléservice INSI. Et si on a une réponse positive du téléservice, si on a contrôlé la cohérence de ce retour avec l'identité présente sur une pièce d'identité, à ce moment-là, les traits qu'on avait saisis initialement
localement sont remplacés par l'INS. Voilà. Les traits complémentaires, évidemment, enrichissent également l'identité. Bon, vous connaissez toutes sortes de traits complémentaires. Le RNIV fait un focus sur ce qu'on a appelé les noms utilisés et prénoms utilisés, qui correspondent dans la majorité des cas à ce qu'on appelle le nom d'usage et le prénom usuel. Le RNIV introduit également une notion de statut de l'identité. Donc, vous aviez tous, je pense, ou la plupart d'entre vous, deux statuts dans vos systèmes d'information, le statut identité provisoire et le statut identité validée. Le RNIV, du fait de l'arrivée de l'INS, de cette nouvelle identité, a introduit deux autres statuts. Donc, le statut identité provisoire, c'est le statut de plus bas niveau de confiance, et on l'obtient finalement, c'est le statut par défaut d'une identité créée localement et pour laquelle on n'a pas contrôlé la cohérence des traits saisis avec une pièce d'identité de haut niveau de confiance. Si on peut contrôler la cohérence de cette identité avec une pièce d'identité de haut niveau de confiance, on passe volontairement et manuellement le statut à identité validée. Le RNIV interdit la validation automatique des identités par un script informatique, genre bon, bah, j'ai une pièce d'identité dans la GED, donc cette identité, je la valide. Ça, c'est interdit, on ne fait plus. Et donc, le statut identité validée, il est de meilleur niveau de confiance. Le statut identité récupérée, donc créé avec l'arrivée de l'INS, il correspond à une identité dont les traits ont été récupérés en utilisant le téléservice de l'assurance maladie, le téléservice INSI. Donc, c'est des traits qui soit n'ont pas été saisis localement, ils ont été acceptés du téléservice, soit on avait des traits locaux, on a appelé le téléservice et on a remplacé les traits locaux, on les a écrasés par le retour du téléservice. Mais on n'a pas encore contrôlé la cohérence de cette identité avec une pièce d'identité. Donc, ce statut, c'est identité récupérée. C'est un statut qui ne permet pas la transmission du matricule INS. Donc, c'est un statut qui ne sera connu que de votre référentiel identité, votre gamme ou votre GAP. Il ne sera jamais transmis au DPI, ce statut. Il n'existe que dans le référentiel identité. Le statut qu'il faut atteindre pour pouvoir utiliser entièrement l'INS, c'est-à-dire les traits, le matricule, l'OID, pour référencer les données, les échanger, les partager, c'est le statut identité qualifié. Donc, j'ai récupéré l'INS en utilisant le téléservice INSI et j'ai contrôlé la cohérence de ces traits grâce à une pièce d'identité de haut niveau de confiance. Je vous rappelle les pièces d'identité à haut niveau de confiance: carte d'identité française ou européenne, passeport, titre de séjour. Pour les enfants, extrait d'acte de naissance ou livret de famille accompagné d'une pièce d'identité du responsable légal. Et évidemment, les dispositifs qu'on appelle d'identification électronique de niveau substantiel, qui permettent de valider l'identité d'un usager qui n'est pas physiquement présent et qui vont se développer dans les années à venir. Le RNIV parle également d'attributs de l'identité. Les attributs, ça apporte des informations supplémentaires sur l'identité, ça les enrichisse. L'utilisation des attributs est facultative mais recommandée, alors que l'utilisation du statut de l'identité est obligatoire. Le RNIV a distingué particulièrement trois attributs. L'attribut identité douteuse, qui est à utiliser si on a un doute sur l'identité alléguée par l'usager. L'attribut identité fictive, qui correspond à l'utilisation finalement d'une fausse identité, soit dans des cas légaux d'anonymat, soit parce qu'on a un usager inconscient, incapable de décliner son identité, on ne la connaît pas, il faut bien l'enregistrer dans le système d'information pour pouvoir le prendre en charge. Ces deux attributs douteux fictifs interdisent l'appel au téléservice INSI et ne peuvent être liés qu'au statut provisoire. L'attribut identité homonyme, là, c'est une aide finalement pour l'utilisateur, une attention particulière qui va lui dire: «Attention, dans mon référentiel identité, j'ai plusieurs identités qui se ressemblent. Donc quand je vais travailler dessus, bah, il faut que je sois particulièrement attentif, plus attentif peut-être que quand je travaille sur une autre identité». Ce troisième attribut, évidemment, il n'interdit pas l'appel au téléservice et il peut être lié à tous les statuts de l'identité, du statut provisoire au statut qualifié.
Alors, je vais, prendre 1 minute pour répondre aux questions, dans le chat. Hem, Christine, dans quel doc officiel peut-on trouver la description de saisie? Mais dans le RNIV, Christine, c'est une annexe du RNIV, le volet socle, hein, dans le RNIV 1, les règles de saisie sont décrites. Elles sont décrites, alors je ne vous donnerai pas le numéro de l'annexe parce que je ne m'en rappelle pas, mais elles sont décrites dans une des annexes. Les réfugiés auront-ils une INS? Non, a priori, pas. Si vous pensez en particulier aux réfugiés ukrainiens, non. Après, les réfugiés qui ont l'aide médicale d'État n'auront pas non plus d'INS, hein. C'est aussi des matricules qui commencent ni par un ni par deux. Le titre de séjour permanent, Béatrice, c'est ce qu'il y a écrit aujourd'hui dans le RNIV, titre de séjour permanent. Mais au mois d'octobre, on a acté avec la DGOS une modification du RNIV. On attend juste que la DGOS fasse la modification et dès qu'elle sera faite, évidemment, je vous préviendrai. Mais vous pouvez dès à présent utiliser tout type de titre de séjour pour valider une identité. Pour terminer cette présentation, je vous rappelle simplement que si on récupère l'INS dans notre référentiel identité, bah, c'est pour l'utiliser, donc pour le transmettre à nos systèmes d'information via des interfaces. Et là, il y a une évolution des standards d'interopérabilité pour l'afficher sur nos documents en clair et sous la forme d'un data matrix. Le RNIV prévoit les traits qui doivent obligatoirement figurer sur les documents si l'identité nationale de santé est qualifiée. Donc, à minima, vous n'êtes pas obligé de reproduire sur les documents la totalité de l'INS, mais à minima, il faut le matricule et l'OID, le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance et le sexe. Moi, je vous conseille de paramétrer les pieds de page de vos documents. Comme ça, vous êtes tranquille, ça s'imprime sur toutes les pages. Vous le mettez en plus petit, ça ne tient pas beaucoup de place et vous êtes sûr d'avoir la totalité de l'information. Votre DPI, il va aussi vous proposer un matricule INS, un data matrix INS, pardon. Donc, je vous ai mis ici la reproduction. Ce data matrix, il contient l'ensemble des informations INS, donc la totalité de l'INS. Évidemment, vous êtes libre de rajouter sur vos documents d'autres traits tels que le nom utilisé, le prénom utilisé, qui ne sont pas des traits de l'INS, mais qui sont intéressants dans le dialogue soignant-soigné, par exemple. Sur les bandeaux, les affichages, les écrans, évidemment, il y a également des traits minimums à afficher, qui sont le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance et le sexe, ainsi que sur les étiquettes. Alors, pour les étiquettes uniquement à usage interne, hein, celles qui vont être utilisées pour identifier des prélèvements biologiques, par exemple, il n'est pas du tout utile de faire figurer le matricule INS et l'OID. Par contre, si vous avez des étiquettes qui identifient des documents qui vont sortir de votre établissement, je ne sais pas moi, des ordonnances, des choses comme ça, à ce moment-là, il faudra qu'il y ait la totalité de l'INS, enfin à minima les traits présentés ici en 1 de la diapositive. Donc, les impacts de l'INS, pour terminer, c'est pour les professionnels, évidemment, ça change votre organisation un petit peu. Pour les usagers, maintenant, ils sont tenus d'apporter la preuve de leur identité. C'est pour les éditeurs qu'il y a eu 3 grosses marches à franchir. Être d'abord compatible téléservice, on va dire, et avoir l'agrément CNDA. Ensuite, modifier leurs outils pour répondre aux exigences du guide d'implémentation, c'est-à-dire implémenter ce qu'on appelle l'intégration de l'INS dans le référentiel identité et diffuser l'INS en respectant les standards d'interopérabilité. Pour Valérie Pascal, si notre laboratoire d'analyse est externe, alors faut-il faire apparaître l'INS sur l'étiquette du tube? Non, pas sur le tube, mais oui sur la prescription qui va accompagner les tubes. Voilà. Alors, on va passer extrêmement rapidement sur mettre en œuvre le projet INS. Ce qui est très important à comprendre, c'est que ce projet, ce n'est pas juste un projet informatique, ce n'est pas juste un projet organisationnel en identito, c'est beaucoup un projet organisationnel en identito-vigilance et qui doit vous amener à réfléchir sur vos pratiques et vos organisations.
C'est également un projet système d'information, mais il y a également, une, mise en conformité juridique à réaliser, que ça soit au niveau de vos contrats de sous-traitance ou au niveau, de votre registre de traitement dans le cadre de la protection des données, dans le cadre du RGPD et de votre analyse d'impact, relative aux données personnelles. Ces actions étaient largement développées dans les webinaires de l'année dernière, donc je ne vais pas plus les développer aujourd'hui. Juste un point sur les éléments incontournables dans votre réflexion sur les organisations. Qui va récupérer l'INS? Qu'est-ce que je vais faire si le téléservice me renvoie je n'ai pas d'INS, par exemple? Qu'est-ce que je vais faire si l'INS est différent de l'identité locale ou de l'identité de la pièce d'identité? Et ça, on va le voir dans la dernière partie du webinaire. Comment je valide les identités? Comment je gère la création des identités en permanence des soins ou la création d'identités par des non-professionnels de l'accueil? Et enfin, bon là, vous avez peut-être un tout petit peu plus le temps, qu'est-ce que je fais si, l'opération de vérification me répond: «Bah, c'est KO, l'INS que tu as dans ton système, c'est pas la bonne». Voilà. Corinne, Sophie va remettre dans le chat le lien vers le webinaire sur le certificat serveur. Et maintenant, je me tais et je laisse la parole au docteur Lilith Marsoubian et à madame Sylvie Crochery qui vont vous présenter le retour d'expérience de la mise en œuvre de l'INS et du respect du RNIV au CHALO. C'est à vous. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour cette invitation tout d'abord. On s'est dit avec Madame Crochery qu'au début, on va mettre peut-être une petite présentation du type d'activité qui se fait sur place, parce que ça conditionne certaines décisions qui ont été prises par rapport à l'organisation. Parce que une bonne partie de notre activité concerne des patients qui sont en hébergement, c'est-à-dire des résidents. Donc le centre hospitalier d'Allo, c'est une hôpital public qui a 3 profils d'activité, gériatrie, addicto et grand handicap. On a une maison d'accueil spécialisée. Donc il y a 2 secteurs, si on les regroupe, c'est le secteur sanitaire et médico-social. Dans le secteur sanitaire, on a un court séjour, médecine générale plutôt à profil gériatrique. Nous avons un nécessaire indifférencié plus gériatrique, 20 lits de chacun. Et après, nous avons une activité addictologie avec plusieurs secteurs, court séjour, SSR et hôpital de jour. Dans le secteur sanitaire, nous avons une unité de soins de longue durée de 56 lits. Puis, côté médico-social, donc nous avons la maison d'accueil spécialisée, une unité Alzheimer, un EHPAD classique et un accueil de jour. Comme vous voyez, une bonne partie, je répète, de notre activité concerne les résidents, en fait, les personnes qui sont hébergées sur place. Et en ce qui concerne le bureau des entrées, je laisse la parole par la suite à Mme Crochery. Donc, bonjour. Donc, il y a 3 agents à temps plein, 3 agents à 80% et puis moi-même, la responsable. Alors, donc, nous travaillons sur Pastel. Nous avons la version V21.1 au correctif 2. Donc, c'est un logiciel qui est utilisé par beaucoup d'établissements dans le GHT, avec la PHM, le CGD, Aubagne et la Ciotat. Et notre DPI, je te laisse la main, Elite. Alors, c'est le Osiris pour le moment, à ce jour. Alors, pour le moment, il n'est pas compatible pour récupérer la matricule INS. Nous attendons les modifications par l'éditeur courant de cette année. Alors, donc, comment a été mis en place l'INS dans notre établissement? Donc, nous avons commencé en juin 2021 par des tests sur la version V20.1 de Pastel.
Donc, on a fait plusieurs tests, on a retravaillé comment on allait fonctionner et tout. On qualifie depuis le mois de juillet 2021. Vous verrez après, hein, plus tard dans la présentation, ce qui nous est les plusieurs étapes dans notre qualification. On a commencé par qualifier les identités de nos résidents parce que pour eux, la plupart du temps, on avait les pièces d'identité, donc c'était plus facile pour nous de commencer par ces profils. Et bien sûr, dans tout ce travail, on a été très accompagnés par le grade LIES et particulièrement par le docteur Oliver, ce qui nous a permis d'être beaucoup plus sereines. Donc, voilà notre organisation hein, qu'on a mis en place là, depuis qu'on qualifie. Donc, en front office, c'est une qualification automatique. Hein, donc, c'est totalement transparent pour les agents. Hein, donc, bon, elles savent ce qui se passe, mais c'est vrai qu'elles n'ont aucune action là-dessus. Après, nous avons une qualification en back-office. Donc, un premier niveau hein, sur les dossiers des hospitalisés. Donc, on reprend le jour même, si on peut, ou à J+1, tous les dossiers des hospitalisés pour les valider et les qualifier manuellement si ça n'a pas été le cas lors de leur admission. Bien sûr, ça, c'est le niveau numéro 1, donc c'est pour toutes les identités qui sont conformes 100% INS et le document d'identité. Pour les consultations externes, qui est un guichet séparé du guichet du bureau des entrées, les secrétaires médicales des consultations nous donnent tous les soirs l'ensemble des patients qui sont venus en consultation externe et donc on les qualifie le lendemain ou à J+2 au maximum. Ça dépend un peu du nombre de personnes que j'ai présent au BE. Enfin, on a un deuxième niveau pour les non-conformités simples. Donc là, elles sont traitées ou par le référent identité-vigilance du BE ou par moi-même. Et si jamais on a des non-conformités plus complexes, eh bien, elles sont traitées en CIV ou en cellule opérationnelle. Donc, voilà ce qui s'est passé. Hein, je vous ai un peu retracé, enfin, on a retracé avec le docteur Marsoubian tout ce qui s'était passé. Donc, on a commencé en juin par des tests, hein, comme je vous le disais précédemment. Donc, on était à peu près à 12% de qualification, hein, essentiellement sur les dossiers des résidents. Hein, donc, c'était vraiment pour monter en charge sur ce processus. En juillet 2021, si vous regardez bien, on atteint 104%, ce n'est pas une erreur, c'est 104% par rapport aux venus qui étaient venus dans notre établissement. Donc évidemment, comme on continuait à qualifier nos résidents, donc bien entendu, on avait plus de qualifications que 100% de notre file active. Donc, au mois d'août, on a poursuivi hein, dans ce sens-là, donc on montait vraiment en charge. Et en septembre, on a repris, on a eu une baisse, même une baisse importante, hein, puisqu'on est tombé à 58%. Donc, effectivement, là, pendant le mois de juillet-août, on avait très, très peu d'activités aux consultations. Et là, c'est vraiment notre point d'accès, enfin, où il y a le maximum de nouvelles identités, hein, et donc le plus de travail. Et malheureusement, au bureau des entrées, on avait énormément d'agents malades. Donc, c'est vrai que ce n'était plus notre priorité sur ce point-là et on n'arrivait plus à suivre aussi comme on l'avait attendu de le faire dans notre organisation. Donc, en novembre, on a suspendu nos qualifications parce qu'on a eu une CIV avec notre GHT et durant cette CIV, nous avons échangé sur la façon dont les différents établissements qualifiaient et on s'est rendu compte qu'il y avait des divergences de positionnement sur le traitement des qualifications, en particulier sur les prénoms, sur la liste des prénoms. Donc, pour vous expliquer, c'est que nous, après les échanges qu'on avait eus avec Madame Oliver, si le premier prénom était conforme à la pièce d'identité, hein, puisqu'il s'agit du très strict, on qualifiait même s'il y avait une différence sur les autres prénoms. Et ces différences, la plupart du temps, elles sont dues à des prénoms composés. Donc, on s'était positionné si le premier prénom était conforme, on qualifiait, on mettait un commentaire sur notre identité. Donc, ce n'était pas le positionnement dans le GHT 13. Donc, c'est vrai qu'on a suspendu en attendant d'avoir
un retour sur si ce qu'on faisait était correct et si on pouvait continuer dans ce sens. Donc, on a repris nos qualifications en décembre 2021. Je te laisse parler. Oui, en fait, entre-temps, Mme Crochery a fait un énorme travail avec ses agents du bureau des entrées. Elle a repris toutes les identités qualifiées pour être sûre qu'il n'y a pas eu d'erreur au niveau de la qualification des identités. Donc, on les a toutes repris et revues. Il n'y avait pas d'erreur manifeste au niveau des qualifications. Ouais. Voilà. Donc, on a repris nos qualifications au début décembre 2021. Puis après, comme tous les bureaux des entrées, la fin de l'année est arrivée avec la clôture et un nombre peu important d'agents BE. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu notre taux de qualification a baissé parce que c'est vrai qu'on était occupé par d'autres tâches. Depuis la mi-janvier 2022, on qualifie comme c'était prévu dans notre organisation, c'est-à-dire à J ou à J+1, dès que le document d'identité est transmis par le patient et toutes les personnes qui sont au guichet sont sensibilisées au fait qu'il faut systématiquement récupérer ce document d'identité. Et quand on vérifie nos dossiers, on recontacte les familles si on ne les a pas pour avoir ce document qui nous permet de qualifier. Alors, on attend la suite. Voilà. Donc, on vous a fait un petit focus sur nos venues, sur notre file active au mois de février 2022. Donc, on n'a eu que 255 venues. Donc, c'est vrai que, comme vous disait le docteur Marsoubian, nous, on est un établissement qui a une grosse partie de médico-social. Donc, sur nos 255 venues, on a 81% de nos des patients qui sont venus qui ont une identité qualifiée à la fin du mois de février. Donc, 42% de ces identités ont été qualifiées durant le mois de février. Les autres, un peu moins de 40%, avaient été déjà qualifiés en amont. Donc, on a 10% des patients qui sont venus qui ont une identité validée, mais que nous n'avons pas pu qualifier. Donc, nous, notre identité dans notre gamme n'est pas conforme à la pièce d'identité, est conforme à la pièce d'identité, mais l'un des 5 très stricts n'est pas conforme à ce que nous renvoie le serveur INS, donc on ne qualifie pas. On met un commentaire sur notre identité en expliquant pourquoi on n'a pas qualifié. Et enfin, les 8%, on a une identité qui est récupérée, mais pour laquelle nous n'avons pas de document d'identité, donc elle reste uniquement au statut de récupérée. Ah non, pardon, les 8%, non, c'est des provisoires, pardon. Les 1% simplement ont une identité récupérée, mais où on ne peut pas les valider. On vous a fait après le même focus sur le mois de mars, qui donne à peu près les mêmes résultats. On est autour des 80% des patients qui viennent, pour lesquels on peut qualifier au courant du mois ou qui ont été qualifiés au préalable. Donc, je te laisse pour les points positifs, Lily. Oui. Alors, c'est vrai que l'INS a permis de revoir et valider les bonnes pratiques en identito. Quelles sont les pièces d'identité nécessaires, qu'est-ce qu'il faut récupérer, quels sont les bons réflexes à avoir, comment valider, qui valide, etc. Toutes les bonnes questions qu'il fallait reposer. Ça valorise, ça donne du sens à ce que les agents du bureau des entrées font au quotidien et à l'identification, au niveau de l'identification primaire. Ça donne une explication dans les services de soins de ce qui se fait au bureau des entrées et de l'importance du travail qui se passe au bureau des entrées. Ça doit permettre, parce que pour le moment, ce n'est pas complètement le cas d'alimenter le BMP. Et puis, quand la connexion avec le DPI sera opérationnelle, ça va certainement sécuriser la prise en charge du patient, parce qu'au fur et à mesure, la base sera de plus en plus propre et puis normalement, la récupération de l'INS et le nombre d'identités validées, qualifiées sera de plus en plus élevé, logiquement.
Et puis, c'est sûr que ça va simplifier, si tous les établissements jouent le jeu, ça va simplifier les échanges entre les établissements, notamment dans le cadre du GHT. Oui, on attend pour les les difficultés qu'on avait rencontrées. Alors donc, c'est vrai qu'au début, hein, la mise en place du processus a été chronophage. Hein, c'est vrai qu'on a avancé, on ne savait pas trop où on allait, on a été super bien accompagnés. Et c'est vrai, c'est ce qui nous a permis de mettre en place notre organisation assez rapidement, mais c'est vrai qu'au début, ça prend du temps. Les difficultés, je pense que c'est celles qui vont être abordées après, c'est quand il y a une non-conformité entre les documents d'identité et les données renvoyées par le téléservice. Hein. Ça demande un traitement au cas par cas. Et c'est vrai que parfois, ça interroge et puis ça prend du temps aussi. On a vu, comme je vous le disais précédemment, qu'il faut qu'on s'harmonise au sein de notre GHT, hein, puisque c'est vrai qu'au début, on n'était pas tous partis dans le même sens, et donc il faut vraiment qu'on fonctionne dans le même sens pour que ce soit que notre base à la fin et quand on va partager les identités soit le plus propre possible. On a au sein de notre GHT des nouveaux outils qui nous sont proposés, et c'est vrai que ces outils devraient à terme nous permettre de vraiment très bien travailler sur l'identité de nos patients, mais il faut encore qu'on s'approprie ces outils et qu'on soit formé. C'est en cours. On a eu déjà des petites formations, mais pour l'instant, on n'arrive pas encore tout à fait à s'en servir de façon vraiment très opérationnelle. Et c'est vrai qu'on a encore un peu de difficulté à évaluer la charge de travail lorsque les échanges entre les établissements seront effectifs. Ça, on ne sait pas encore très bien l'évaluer. Et enfin, nous, dans notre GHT, tous les mois, on doit remonter des chiffres concernant le taux de qualification de nos identités. Et c'est vrai qu'entre les chiffres qui nous sont remontés par la gamme et les chiffres réels de nos qualifications, on a des divergences. Alors, on a compris pourquoi, parce que les chiffres de la gamme, eux, ils prennent en compte les identités qui ont été réellement qualifiées pendant le mois, pendant la période qu'on donne. Mais si les personnes qui viennent ont été qualifiées le mois d'avant, elles ne sont pas comptées sur cette période-là. Donc, c'est vrai que ça, il faut qu'on revoie un petit peu pour pouvoir donner des chiffres qui correspondent vraiment à ce qu'on fait effectivement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous avez besoin de précision. Merci Sylvie, merci Lily de ce beau témoignage. Il y avait une question de Béatrice Finet qui est arrivée au moment où vous parliez de la qualification des identités divergentes. Elle demandait quelles règles vous aviez adoptées pour qualifier, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que vous qualifiez comme divergence, qu'est-ce que vous ne qualifiez pas? Alors, on qualifie si jamais il y a une divergence sur l'arrondissement de Marseille, les arrondissements, je pense que vous allez voir ça, Manuela, après. Donc, c'est vrai qu'on a vu que pour Marseille, vous pouviez avoir sur une pièce d'identité précisée, par exemple, Marseille 8e, alors que sur l'INS, c'était Marseille générique, c'est-à-dire 13055. Donc, ça, on qualifie, on précise dans le commentaire qu'effectivement, on a qualifié alors que ce n'était pas exactement la même chose. On qualifie si le deuxième prénom, par exemple, est un prénom composé, que nous, on a un prénom composé et que sur l'INS, ils ont deux prénoms. Donc ça, pareil, on qualifie, mais on précise pourquoi on a décidé de qualifier. Voilà, c'est ce genre de choses. Sur l'INS, ils ne sont pas séparés par un tiret. C'est ça, Sylvie, ce que vous dites. Voilà, hein, exactement. Par contre, on ne qualifie pas s'il y a une différence sur les 5 très stricts, ça, on ne qualifie pas. Notamment sur l'orthographe. Voilà, même l'orthographe. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a… N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions pour le docteur Marsoubian et Madame Crochery, c'est l'occasion de les poser. Alors, il y a Sébastien Moutet qui nous dit « Lorsque le retour INS implémente un code pays dans la gamme différent de celui compris dans le numéro INS, le code CommunINSEE doit être conforme avec celui composant le numéro INS.
exemple, Algérie, implémentation de retour INS 352, donc 99 352 pour le code pays. Oui. Code commune de naissance dans l'INS 388. Alors en fait, c'est un petit peu différent ça. C'est un sujet un peu différent parce que il ne faut pas, alors on va le voir hein, dans le retour d'expérience qui suit, le code commune ou pays qui est présent dans le matricule INS pour les usagers nés en Algérie française peut être différent du code géographique officiel. Donc, et en fait, ça va s'expliquer, je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, on le verra au fur et à mesure, c'est un peu différent. Donc, a priori, vous ne seriez pas obligé de renseigner manuellement 388, par exemple, dans la gamme. C'est un petit peu différent, mais vous allez le comprendre quand on va parler des anciennes colonies françaises. Alors, Céline Barbieri nous demande « Le nombre de qualifications d'INS doit être sur une période précise ou sur l'ensemble des patients suivis dans l'établissement ?» Moi, j'ai envie de dire, c'est intéressant de l'avoir sur une période précise, comme l'ont fait le docteur Marsoulian et Mme Crochery, parce que ça vous permet de suivre tous les mois ou toutes les semaines au début, quand vous commencez à déployer le projet, l'efficacité, de voir les problèmes, etc. Après, à terme, c'est bien de se dire, bon, en un an, j'ai qualifié de refaire un taux global sur une année, par exemple, pour avoir une idée. Mais dans le démarrage du projet, moi, j'ai envie de dire, c'est assez intéressant d'avoir des chiffres par période, par mois, par exemple, idéalement par semaine. Après, il faut avoir le temps, mais par mois, ça me semble un minimum, quoi. Oui, ça permet de faire les corrections derrière. Et puis, de toute façon, à ma connaissance, corrigez-moi si je me trompe, Manuela, les indicateurs se définissent sur une période donnée, dans tous les cas. Dans tous les cas, un indicateur, il est basé sur une période. Après, il reste à définir la période, quoi. Si on prend une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, mais effectivement, c'est sur une période. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Je vous propose qu'on poursuive avec les divergences qui vont beaucoup vous intéresser aussi, je pense, hein, parce que c'est le sujet actuel. Éric Détré nous précise, par rapport à SNES, l'indicateur est sur le mois, sauf erreur de ma part, pour l'envoi vers le DMP et messagerie sécurisée. Oui, effectivement, pour le programme SNES, Ségur Usage Numérique pour les établissements de santé, l'indicateur est mesuré au mois. Mais si vous voulez être sûr d'atteindre votre indicateur au mois, si vous débutez votre projet et que vous avez candidaté, par exemple, à la première fenêtre de SNES, donc vous n'avez pas beaucoup de temps pour atteindre l'objectif, hein, puisque la mesure sera faite le 30 juin de cette année, moi, je vous conseille de mesurer par semaine pour réajuster au plus vite, pour être sûr d'atteindre les cibles d'usage, en fait. Hein. Alors, on poursuit sur le retour d'expérience, sur les discordances. Les discordances, elles peuvent avoir deux origines. Une première origine qui est due au fait que les premières versions qui ont été proposées par les éditeurs n'étaient pas tout à fait conformes au guide d'implémentation. Et du coup, certains éditeurs interprétaient finalement à leur sauce le retour du téléservice. On va le voir très vite et on ne s'attardera pas dessus. Pourquoi ? Parce que ça va se régler au fur et à mesure où les éditeurs sont labellisés par l'ANS, c'est-à-dire qu'ils ont déposé un dossier de spécification de référencement, qu'ils ont eu l'oral par l'ANS et qu'ils ont été référencés, ça veut dire qu'ils ont des solutions conformes. Voilà. Le deuxième type d'origine de discordance, ce sont des vraies discordances entre les traits de l'INS et les traits présents sur une pièce d'identité. Ça peut toucher tous les traits d'identité, mais on va voir que ça les touche avec des fréquences différentes. Et on va voir qu'il y a quand même des explications. Alors, pour évacuer tout de suite l'interprétation du retour du téléservice par les logiciels, je vous donne un exemple. Au départ, les éditeurs, ils ont dit, nous,
on a par exemple 3 champs prénoms dans notre outil, on ne va pas modifier les choses. Et quand il y aura le retour du téléservice, eh ben, on découpera. Quand il y aura un espace, on mettra la première suite de caractères avant l'espace dans le champ prénom 1, la deuxième dans le champ prénom 2, la troisième dans le champ prénom 3, etc. Sauf que, et ça tombe très bien que le docteur Marsoubian et même Crochery en aient parlé, il y a des prénoms composés qui, dans l'INS, n'ont pas obligatoirement de tiret. Et il y a des prénoms composés qui, même sur la pièce d'identité, n'ont pas de tiret. Et du coup, finalement, on pouvait avoir une pièce d'identité avec Jean espace Claude, virgule Pierre. Donc, manifestement, c'est un prénom composé Jean-Claude sans tiret. Et l'éditeur interprétait le téléservice renvoyé Jean espace Claude espace Pierre, puisque vous vous rappelez, hein, il n'y a pas de virgule dans le retour du téléservice. On renvoie une liste de prénoms séparés par un espace. Et l'éditeur, il rangeait dans les champs. Et c'était vraiment, finalement, l'outil informatique qui décidait de faire comme ça. Ce n'était pas conforme au retour du téléservice. Dans les dossiers de spécification de référencement et dans le guide d'implémentation, on demande aux éditeurs d'avoir un champ premier prénom qui doit être remplissable par l'établissement à condition que le prénom qui sera renseigné soit cohérent avec le premier prénom de la liste des prénoms qui sera retourné par le téléservice INSI. Et on a un champ liste des prénoms que l'éditeur doit alimenter sans interprétation avec le retour de la balise prénom avec un S du téléservice. Et du coup, ce type de discordance qu'on voyait, on ne va plus les voir. Donc, je vous propose qu'on s'attarde pas plus que ça dessus. Ça va nous permettre de passer un petit peu plus de temps sur les discordances réelles. Ce qu'il faut savoir déjà, et qu'il faut toujours bien garder à l'esprit, parce que ça va expliquer le maximum de discordances, c'est que l'identité qui est présente sur une pièce d'identité et l'INS ne proviennent pas des mêmes bases. L'INS, ça provient du RNIPP et du SNGI, comme on l'a vu tout à l'heure, et ça contient, c'est l'identité qu'on a enregistrée à la naissance ou lors de l'immatriculation, et on ne va jamais revenir sur cette identité. C'est une photo de l'identité telle qu'elle était, y compris le code du lieu de naissance, au moment de l'enregistrement de l'usager. Par contre, la base qui s'appelle TES, titre électronique sécurisé, elle contient, elle est gérée par le ministère de l'Intérieur. C'est cette base qui permet de faire les pièces d'identité. Et elle va contenir l'identité qui est communiquée lors des demandes de pièces par l'usager. Première chose, vous savez tous que les codes des lieux de naissance, ils peuvent évoluer, que ce soit en France ou à l'étranger. Et dans le RNIPP, ça sera le code au moment de l'immatriculation. Dans la base TES, c'est le code au moment de la demande de pièces. Donc, si une commune a disparu ou a changé de département entre la naissance de l'usager et la réalisation de la pièce d'identité, le code sera différent. Ce n'est pas une erreur, ce sont des règles de gestion différentes. Il faut savoir aussi que la transmission informatique des éléments entre les bases est assez récente. L'informatisation de la transmission des actes d'état civil, des officiers d'état civil vers la base INSEE, c'est les années 70. Donc, ça veut dire que quand vous avez un patient qui est né en 1930, ben, imaginez, pour qu'il soit enregistré, il y a quelqu'un qui a recopié sur un papier l'identité, et quand c'est arrivé à Paris à ceux qui géraient la base INSEE, on a recopié dans le système d'information. De recopie, source d'erreur. Pour la base TES, l'informatisation de la communication électronique des données d'état civil, c'est le dispositif Comedec, communication électronique des données d'état civil, c'est encore plus récent. Regardez, c'est hier, c'était en 2017. Et qu'est-ce qui se passait avant? On demandait une pièce d'identité, on devait fournir un extrait d'acte de naissance, ou la mairie à qui on demandait la pièce d'identité le demandait. Ça arrivait papier, il y avait une recopie, donc risque d'erreur, tandis que maintenant c'est électronique avec de la reconnaissance de caractère, etc. Donc moins de risque d'erreur. Donc voyez là deux finalement explications aux discordances qu'on peut avoir entre l'INS et la pièce d'identité. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme discordance? Les discordances, je mets les lieux de naissance à part, on fera toute une partie sur les lieux de naissance. Mais sur les traits, si on exclut le trait code du lieu de naissance, les discordances sont le plus fréquemment rencontrées sur les prénoms. Sans règle, soit l'erreur est sur la pièce d'identité, soit l'erreur est dans l'INS.
Par contre, ces discordances sont plus fréquentes quand les usagers sont nés à l'étranger. Je vous ai mis ici quelques exemples de discordances rencontrées, qui sont des cas réels, et vous voyez qu'il n'y a pas de règle, et vous voyez que de temps en temps, les erreurs sont très grossières. Vous voyez là, Marius N, quand vous regardez votre clavier, le N, il est juste à côté de la barre espace. Quand l'employé a tapé l'identité sur la pièce d'identité, au lieu de taper sur espace, il a tapé sur N. Vous voyez ici Ftaïma, manifestement, quand on a saisi, on a inversé le T et le A. Ce sont des erreurs qui sont très grossières. Voilà. Sur les prénoms composés, on a pas mal parlé de la présence ou de l'absence de tirets. Quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, c'est aussi des divergences dans le nombre de prénoms, sans règle, soit plus de prénoms sur la pièce d'identité, soit moins de prénoms soit plus de prénoms dans l'identité nationale de santé. Il y a eu 2 cas sur Marseille pour des usagers nés à l'étranger où le premier prénom était carrément, complètement différent. Donc évidemment, là, on ne peut pas du tout qualifier l'identité, très clairement. Et l'usager, quand on l'interrogeait, disait « mais non, moi, mon prénom, c'est bien Mohamed ou c'est bien Enadir et c'est pas Mohan ou Nadib ». Voilà. Un cas, pareil, chez un sujet âgé où les prénoms étaient les mêmes, mais ils n'étaient pas dans le même ordre, ce qui fait que le premier prénom, évidemment, était différent. Ce premier prénom est évidemment très important, puisque c'est avec ce prénom qu'on va rechercher notre usager dans la base lors d'une venue ultérieure. Voilà. Et il y a eu des cas, plusieurs cas, ça semble assez fréquent, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais ça semble assez fréquent, de francisation des prénoms, soit sur la pièce d'identité, soit dans l'identité nationale de santé. Dans les 2 cas signalés ici, l'identité qui était la bonne, c'était celle de la pièce d'identité. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que ça sera toujours la bonne. Sur le nom de naissance, les erreurs sont moins fréquentes. Ça concerne souvent la présence ou l'absence d'un tiret ou d'une apostrophe, un espace qui rend un nom composé alors qu'il est simple sur la pièce d'identité. Pour des usagers nés à l'étranger, l'inversion du nom et du prénom, finalement, entre la pièce d'identité, qui est un titre de séjour souvent, et l'identité nationale de santé. Et pour certains usagers qui sont nés dans des pays où on utilise des caractères non latins, j'ai pris ici l'exemple des umlaut, mais il y a les est-7, etc. Sur la pièce d'identité, c'est bien recopié avec le tréma, on va dire, sur la lettre majuscule. Mais par contre, dans l'identité nationale de santé, ils ont utilisé des règles de transcription qui sont des règles officielles, mais qui ne sont pas reprises sur la pièce d'identité, ce qui fait que vous avez quand même une discordance. A, ce n'est pas comme AE, O, ce n'est pas comme OE, etc. Il y a, sur les dates de naissance, évidemment, il y a les discordances sur les usagers qui ne disposent pas de date de naissance dans les bases d'état civil, c'est-à-dire qui ont un format de date de naissance qui n'est pas un format date. Une erreur a été rapportée sur une pièce d'identité. Un cas, alors ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait M. Sébastien Moutet, qui disait « si j'ai un matricule INS qui commence par 7, il ne faut pas que j'accepte l'INS ». Non. Vous voyez, là, c'est un cas pareil. C'était un usager qui avait été immatriculé à l'assurance maladie dans le cadre d'une convention internationale de soins. Et il n'avait pas été très bien immatriculé puisqu'on n'avait saisi ni date de naissance ni lieu de naissance. Et quand l'établissement a interrogé le téléservice, ça a tapé dans la fameuse base RFI, il y avait cette identité qui n'aurait pas dû s'y trouver et ça l'a renvoyé, mais ça n'était pas une identité nationale de santé. Donc, méfiez-vous bien de ces matricules INS qui ne commencent pas par 1 ou 2. Voilà. Et sur quelques cas, on a eu impossible de récupérer l'INS, ni par lecture de la carte vitale, ni par saisie des traits. Dans un cas qui était au CHALO d'ailleurs, on a fait un signalement au GIE Sésame Vital et il s'agissait d'un problème de synchronisation entre les bases. Et quand ce problème a été réglé, l'interrogation du téléservice a bien ramené une identité nationale de santé pour le résident. Voilà. Alors, je continue et on répondra aux questions après. On arrive au code du lieu de naissance. Alors, je suis désolée, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe et c'est là, par contre, c'est là où il y a le plus d'erreurs. Très clairement, c'est au moins, enfin d'erreurs, de discordances. Il y a au moins la moitié des discordances concernent le lieu de naissance.
Donc, d'abord, les usagers qui sont nés dans une commune qui a changé de code. Première chose, aujourd'hui, les éditeurs ne gèrent pas les historiques des codes communes. Ça a été demandé qu'ils le fassent, mais à ma connaissance, il n'y en a pas encore qui ont mis ils sont en train de travailler dessus, mais ils n'ont pas mis les versions. Ce qui veut dire que, par exemple, pour un usager qui est né à Suresnes en 1960, le téléservice va ramener 75 073. Mais votre logiciel, il va connaître pour Suresnes 92 073 et 75 073, il va vous dire, moi, je ne connais pas ce code. Il ne va pas vous proposer de libeller. Dans le cas de logiciels comme Pastel, c'est typique. Hein, donc, pour tous les gens qui ont Pastel, ils sont concernés. Pastel empêche la qualification de l'INS s'il ne connaît pas le libellé. Ce qui veut dire que vous êtes sûr que c'est Suresnes, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur, mais le logiciel vous interdit de qualifier. Là, vous êtes dépendant du logiciel, vous ne pouvez pas qualifier. Par contre, d'autres outils permettent la qualification, c'est-à-dire le remplacement du code lieu de naissance par le code qui est ramené par le téléservice, même s'il est inconnu de la base des codes communs du logiciel. Et pour ces établissements, évidemment, vous pouvez tout à fait qualifier. C'est la même chose pour la Corse, où aujourd'hui, la fameuse base RFI, vers laquelle partent 90% des interrogations, hein, rappelez-vous de la présentation initiale du webinaire, hein, et cette base RFI, elle ne sait pas gérer les caractères alphabétiques. Sauf qu'en Corse, les codes communs, c'est 2A ou 2B. Ce qui fait qu'elle va renvoyer 20. Mais 20, ce n'est pas 2A ou 2B. Vous voyez, pour les usagers qui sont nés après 1976, 20 308, ce n'est pas conforme. Ça va se régler normalement à l'été avec la mise en œuvre de la version 5 du téléservice qui va gérer ces cas de figure. Et donc, normalement, vous devriez avoir 2A 308 enfin 2A ou 2B selon le code commun pour les usagers nés après 1976, et bien 20, par exemple 308 pour la commune Sainte-Lucie de Talane, pour les usagers nés avant 1976. Voilà. Le cas des villes à arrondissement, et en particulier de Marseille, Sylvie et Lilith en ont parlé tout à l'heure, jusqu'en 2002, tous les gens qui naissaient à Marseille naissaient dans l'arrondissement Marseille générique, comme a dit Madame Crochery. Donc, ils ont un code lieu de naissance qui est 13 055. À partir de 2002, les mairies de Marseille se sont mis à utiliser les codes communs des arrondissements, donc on doit avoir des codes communs conformes. Mais 13 055, ça correspond bien à Marseille et donc ça ne doit pas empêcher la qualification d'une INS. Pour les pays étrangers, c'est exactement la même chose. Voilà. Le code pays est celui existant, le code pays dans l'INS, dans le champ code lieu de naissance de l'INS, est celui existant au moment de l'immatriculation. Le pays de naissance sur un titre de séjour, par exemple, est celui existant au moment de la réalisation du titre de séjour. Je vous ai mis ici deux exemples. Un usager qui est né en 1960 à Mitrovica et qui se fait immatriculer en France en 2000. Alors, en 2000, Mitrovica, c'était en Serbie. Et donc, dans son INS, il aura 99 121, le code INSEE de la Serbie. Par contre, cet usager, il a fait refaire son titre de séjour en 2020, mais le Kosovo, en 2008, le Kosovo est devenu indépendant de la Serbie. Mitrovica, c'est une ville du Kosovo. Et donc, sur le titre de séjour qui est fait en 2020 de cet usager, on va trouver Kosovo, né au Kosovo. Et donc, c'est une discordance, mais qui s'explique. Par contre, si le même usager, il a été immatriculé en France en 2020, à ce moment-là, on n'aura pas de discordance, puisqu'en 2020, Mitrovica était déjà dans le pays Kosovo. C'est la même chose pour d'autres pays et pas mal de pays des Balkans où il y a eu pas mal de mouvements là, dans les années 90. Donc, on va pas, je vous ai mis un autre exemple, on ne va pas le détailler. Par contre, autant c'est assez facile pour les éditeurs, ça sera assez facile pour les éditeurs de dire, de gérer finalement un historique de code pays à partir de la date de naissance de l'usager, autant pour les usagers nés à l'étranger
ça sera ingérable informatiquement. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas vous demander de saisir dans votre système d'information la date d'immatriculation à l'assurance maladie de l'usager. Ce n'est pas la peine d'y penser, quoi. Donc, ça ne sera pas gérable. Donc, ça devra à chaque fois être traité manuellement, sachant qu'il y a en plus un petit bémol. Aujourd'hui, il n'existe pas de table d'historique des codes pays. Donc, même si votre éditeur il veut mettre en place ça dans son système, aujourd'hui, il ne peut pas, parce que l'INSEE n'a pas produit la table d'historique des codes pays. Pour les usagers nés dans les colonies françaises, c'est encore plus compliqué. Et là où c'est le plus compliqué, c'est l'Algérie. L'Algérie, on se rappelle un peu de l'histoire, il y avait 5 départements avant 1962. Et pour les Français nés en Algérie française avant 1962, ils avaient un code lieu de naissance avec de 91 à 94, suivi des chiffres 100 à 900. Et c'est ça qu'on va retrouver dans le NIR, dans le matricule INS. Pour répondre à votre question, Monsieur Moutet, de tout à l'heure, c'est ces chiffres-là que vous retrouvez dans le matricule INS. Et c'est finalement le code lieu de naissance historique. Quand l'Algérie est devenue française, tous ces usagers, ils ont été immatriculés en France avec un code lieu de naissance, mais dans le champ lieu de naissance. On n'a pas revu la composition du matricule, on n'a pas revu la composition du NIR, mais on a modifié le code du champ lieu de naissance et on a mis 99 352. Mais il y a eu un décret en 2000 qui a autorisé ces Français nés en Algérie à demander la rectification de leur code lieu de naissance. Parce que ces Français ils disaient, mais moi, je ne veux pas que mon lieu de naissance commence par 99, je ne suis pas né à l'étranger, je suis né en France. Et donc, pour les Français qui en ont fait la demande, ils ont vu leur lieu de naissance dans la base INSEE, donc dans l'identité nationale de santé, changer, passant de 99 352 à 91, 92, 93, 94, 352, selon leur département de naissance original. Bon, déjà, ce n'est pas simple. Mais en plus, quand ils ont fait la demande, des fois, il y a des employés de l'INSEE ou qui ont fait des erreurs en saisissant. Et au lieu de saisir le fameux 91 352 dans le champ code lieu de naissance, ils ont saisi les 5 chiffres du code commune historique qui était présent dans le NIR, vous voyez. Et du coup, il peut arriver, on a eu un cas au centre gérontologique départemental, c'était assez intéressant aussi, que le téléservice INSI vous ramène en code lieu de naissance 91 900. 91 900. Et ça, c'est pas normal parce que 91 900, d'abord, c'est un code commun qui est inconnu de la base INSEE, mais nous tous, là, quand on voit quelque chose qui commence par 91, à quoi on pense? On pense au département de l'Essonne. Et on se dit, mais non, mais sur la pièce d'identité, il y a écrit Algérie et le monsieur est né en Essonne, donc, puisqu'il y a 91. Donc ça peut perturber, vous voyez, mais ça s'explique. Et peut encore à autre chose qui peut être perturbant, quand on a renuméroté parfois les matricules INS, parce que le matricule INS, par exemple, il peut avoir 91 352 dans le matricule, comme il peut avoir 91 900, ça n'a pas été toujours le cas du numéro de sécurité sociale. Ce qui fait que pour ces usagers nés en Algérie française, vous pouvez avoir un numéro de sécurité sociale, donc je vous rappelle, qui sert juste à la facturation, qui sera différent du matricule INS, même si l'usager est lui-même ouvrant droit. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui nécessitent une expertise un peu fine, tout ça, et qui ne peuvent pas être traitées par vos agents du front office. Ce sont des cas qui doivent obligatoirement passer en cellule opérationnelle d'identito-vigilance. Pour les usagers nés dans les autres colonies françaises, c'est la même chose, sans oublier les colonies d'Afrique et les anciennes colonies d'Afrique occidentale, par exemple. Un cas a été signalé très récemment sur le Sénégal, par exemple. C'est déjà pas simple, mais bon, on va encore complexifier. Il y a le cas particulier des codes extension, qui est très
fréquent finalement, qui est très fréquent. Il faut savoir que l'objectif quand on donne un NIA ou un NIR à un usager, c'est que ce numéro soit unique et ne puisse correspondre qu'à un seul usager. Et des fois, si on a soit des personnes qui sont nées à 100 ans d'écart dans la même commune pour le même mois, on peut avoir une collision, c'est-à-dire risquer d'attribuer le même numéro à deux usagers différents, un centenaire, un nouveau-né. Même chose pour des usagers qui seraient nés à l'étranger, dans le même pays. Je vous rappelle que pour les étrangers, pour les usagers nés à l'étranger, ce n'est pas un code commune, c'est un code pays. Mais un code pays, c'est beaucoup moins discriminant qu'un code commune. Et du coup, c'est la même chose pour ces usagers qui sont nés à l'étranger, le même mois de la même année. Quand on dépasse 999, on ne peut pas aller plus loin. Donc, on utilise ce qu'on appelle un code extension. C'est un code commune qui est fictif, différent du code géographique officiel. Normalement, dans le champ de l'INS, code lieu de naissance, on doit avoir le code géographique officiel. Je vous donne un exemple. On peut avoir un matricule, un numéro de sécurité sociale ou un matricule INS avec, par exemple, comme code extension 99 353. Et dans le code lieu de naissance, on aura 99 352 qui correspond à l'Algérie. Mais cet usager, il est bien né en Algérie. 99 353, c'est un code extension de l'Algérie. Mais bon, des fois, toujours pareil, erreur humaine. Au lieu de saisir dans le code lieu de naissance le code géographique officiel, on saisit le code extension. Et ce code extension, évidemment, il n'est pas connu de vos systèmes d'information. Et c'est encore plus complexe à comprendre quand un ancien code extension a été réutilisé pour un vrai code comme code commune officiel. C'est le cas du code extension 97609. Alors là, c'est celui qu'on a repéré. Il y en a peut-être d'autres, qui était un ancien code extension de Fort-de-France en Martinique, mais qui, depuis juillet 2011, au moment de la départementalisation de Mayotte, est utilisé comme code géographique officiel de la commune de Kanikeli. Ce qui fait qu'il y a eu un cas, c'était en Île-de-France, où le patient, il avait né en Martinique à Fort-de-France et l'INS, il y avait né à Kanikeli à Mayotte. Vous voyez, donc ça, ce sont des erreurs. Alors, que faire en cas de discordance? Parce que ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce que je fais finalement? Moi, je qualifie ou je ne qualifie pas? Donc déjà, des choses très simples. Première chose, est-ce qu'il s'agit bien de la même personne? Est-ce que je ne me suis pas trompée de dossier quand j'ai sélectionné un dossier? J'ai pris un homonyme. Est-ce que je ne me suis pas trompée de bénéficiaire quand j'ai sélectionné le bénéficiaire? Si je fais l'interrogation par la carte vitale, première question à se poser. Ce n'est pas la même personne, on arrête tout, on revient à zéro, on recherche le bon dossier, on refait l'appel, etc. Si c'est la même personne, quelles seront les conséquences si j'accepte l'INS? Et donc, pour évaluer ces conséquences, il faut s'interroger sur le fait, la discordance porte-t-elle sur un trait que je suis susceptible d'utiliser pour rechercher une identité? Donc, sur quoi finalement? C'est le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance. Si ça porte sur un trait utilisé pour la recherche, il faut conserver l'identité de la pièce d'identité. Pourquoi? Parce que si demain l'usager il revient dans votre établissement, qu'est-ce que vous allez lui demander en premier? Quel est votre nom? Quel est votre prénom? A priori, il va vous donner ce qui est sur la pièce d'identité. Vous allez lui demander sa pièce d'identité. Vous allez faire la recherche par rapport à la pièce d'identité. Si vous avez saisi, par exemple, Mohan en prénom, si je reprends une discordance qu'on a vue tout à l'heure, et que sur la pièce d'identité, il y a Mohamed, vous allez chercher avec Mohamed, votre système il va vous dire l'usager n'existe pas, vous allez le créer, vous allez créer un doublon, et vous savez que les doublons, il y a un risque quand même pour la prise en charge, il ne faut pas créer de doublons dans le système d'information. Vous voyez? Si maintenant la discordance porte sur le lieu de naissance ou sur les autres prénoms, vous avez tout à fait la possibilité de qualifier l'INS, pour peu que votre système d'information vous le permette. Je reprends l'exemple de Pastel avec les discordances sur les lieux de naissance. Vous avez la possibilité de qualifier l'INS. Maintenant, très clairement, personne ne vous l'impose. On a fait une fiche pratique que je vais vous présenter le GRIV, mais c'est une décision de votre cellule d'identito, c'est une décision de votre référent d'identito-vigilance. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est
conserver, déjà, essayer de connaître l'identité correcte. 2, informer l'usager, on va voir comment il pourra faire corriger son identité. 3, votre admissionniste doit conserver les éléments pour votre cellule opérationnelle d'identito, de façon à ce que votre cellule d'identito puisse réfléchir en back-office et décider finalement. Dans tous les cas, pour moi, ce ne sont pas des choses qui peuvent se traiter en front office. Voilà. Alors, je répondrai aux questions juste après la présentation. Maintenant, vous avez le cas particulier de l'erreur manifeste sur le premier prénom de la pièce d'identité. Et là, finalement, vous avez une erreur manifeste sur la pièce d'identité. L'INS est juste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très clairement, ça dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous avez dit, vous avez comme procédure, vous avez donné comme consigne de dire, bon, manifestement, c'est une erreur manifeste, le monsieur s'appelle Marius, il a écrit Marius N, mais moi, je vais saisir Marius, ne serait-ce que pour que le médecin qui cherche le dossier dans le dossier patient informatisé, il puisse le trouver, parce que lui, il ne va pas chercher Marius N, il va chercher Marius. Et encore, le N, ça va lui proposer Marius. Je hack ou Monkey, ça ne lui proposera pas. Donc, si vous avez donné comme consigne de corriger déjà l'erreur manifeste, du coup, votre identité locale, elle est cohérente avec l'INS. Donc, vous pouvez qualifier l'INS. Mais ça, vraiment, ça dépend de vos pratiques actuelles. Et je vous donne là des sources de réflexion qu'on a menées avec l'ANS, la DNS, le GIE Sésame Vital, les établissements, mais on n'impose rien. Et du coup, ça vous donne un arbre décisionnel un peu plus complexe qui vous permet de qualifier des identités. L'idée étant quand même en sécurité, en conservant vraiment la première préoccupation, ça doit être la sécurité de la prise en charge, la sécurité des soins. Mais si votre usager a une INS, ça va pouvoir alimenter l'espace santé, ça va pouvoir, vous allez plus facilement échanger les documents entre professionnels, ça facilite la prise en charge, la coordination du parcours. Donc, globalement, l'idée, c'est d'être un peu pragmatique, toujours en respectant la sécurité dans la réflexion sur la qualification de l'INS. Alors, je répondrai, je vois qu'il y a beaucoup de questions, j'y répondrai après, je voudrais finir la présentation. Alors, pour rectifier, comment doit-on faire? Alors, la demande de rectification, elle incombe obligatoirement à l'usager. Vous ne pouvez rien faire à sa place. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'informer. Et les circuits sont différents selon que l'erreur est sur la pièce d'identité ou selon que l'erreur est dans l'identité nationale de santé. Si la pièce d'identité est erronée, il appartient au patient, à l'usager, de refaire faire sa pièce. Et l'administration ne peut pas refuser si l'erreur incombe à l'administration et est prouvée. Et elle doit la refaire gratuitement pour l'usager. Maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, il y a plus d'erreurs chez les usagers âgés, ils ne sont pas mobiles, ils ne vont pas à l'étranger, ils ne vont pas faire refaire leurs pièces. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est un problème. Nous sommes en train de réfléchir au niveau national à vous permettre, alors on est en réflexion, il n'y a rien d'acté aujourd'hui, donc ce que je vous donne, c'est un peu les news du jour, à permettre aux référents régionaux d'identito-vigilance, puisqu'il y en a un par région, de dire aux établissements, OK, vous avez un acte de naissance qui prouve que l'identité est bonne, il y a une petite erreur sur la pièce d'identité, vous êtes sûr que c'est le même usager, l'usager ne peut pas refaire sa pièce parce qu'il est trop âgé, il y a plein de raisons. Si vous le souhaitez, vous pouvez qualifier l'INS. Voilà un peu l'état de la réflexion nationale aujourd'hui, mais il n'y a rien de tranché. Si c'est l'INS qui est erroné, là, il y a deux cas de figure. Soit l'usager a été immatriculé par l'INSEE, donc il est né en France et dans la majorité des territoires et régions d'outre-mer, c'est facile. Démarche en ligne sur servicepublic.gouv.fr, .fr, je vous ai mis le lien en bas de la diapositive. Il faut fournir un acte de naissance, une copie d'acte de naissance, c'est une démarche en ligne. On renseigne son NIR, on fournit l'acte de naissance, l'extrait d'acte de naissance, on explique quelle est l'erreur et c'est annoncé comme allant être corrigé dans les 8 jours par l'INSEE. Je dis c'est annoncé parce qu'on n'a pas pu encore le vérifier, ce délai. Voilà pour les usagers immatriculés par l'INSEE. Oui, ce que je voulais vous dire aussi là-dessus, c'est que l'Agence du numérique en santé
a produit un flyer que vous pouvez imprimer et distribuer aux usagers qui décrit bien, ce flyer décrit bien les démarches à réaliser pour demander une correction en ligne sur le site servicepublic.fr. Vous l'aurez en lien dans le support de la présentation. À la fin de la présentation, vous verrez, il y a 2 diapos avec pas mal de documentation utile et les liens. Et vous aurez donc ce lien-là. Là où le problème est plus complexe à régler, c'est si l'usager a été immatriculé par la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc est présent dans le fameux SNGI, et c'est un étranger qui est venu travailler en France et qui a été immatriculé par les organismes de protection sociale. Et ben, cet étranger, il doit prendre ses petites jambes, se rapprocher d'une caisse locale d'assurance maladie ou vieillesse, monter un dossier d'erreur. Ce dossier, il est transféré au SANDIA. SANDIA, ça veut dire Service administratif national d'immatriculation des assurés. C'est à Tours. Ça dépend de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et il faut au moins 1 an pour avoir une réponse. Donc, vous voyez, ce n'est pas obligatoirement très simple. Dernière chose, ce qui est intéressant, c'est d'informer, ça par contre c'est à vous de le faire, d'informer des discordances. Alors, vous avez 2 voies complémentaires d'information. Tout d'abord, il faut informer le GIE Sésame Vital parce que des fois, ils peuvent régler le problème. C'était le cas, par exemple, quand on avait fait la déclaration avec Allo qu'on ne trouvait pas d'identité trouvée, qu'il y avait une erreur de synchronisation entre bases. Sauf que vous ne pouvez pas contacter directement le GIE Sésame Vital. Il n'y a que votre éditeur qui peut le contacter. Donc, il faut faire un ticket à votre éditeur pour qu'il informe le GIE. Je vais vous dire quelque chose. À mon avis, l'éditeur, il croule sous les tickets et il n'informe pas le GIE. Mais bon, c'est la procédure. Maintenant, pour moi, elle n'est pas du tout pragmatique. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Le son est revenu? C'est bon? OK. Super, merci. Désolée du problème réseau. Donc, je disais, si vous pouvez m'informer quand vous rencontrez des discordances, moi, ça me permet plusieurs choses. Ça me permet d'abord de partager l'expérience avec vous tous, parce que cette présentation que je viens de vous faire, elle est issue de tous vos retours d'expérience. Ça me permet de faire remonter les informations vers l'Agence du numérique en santé, la direction du numérique en santé, et de demander parfois des petites évolutions. Ça nous permet de mieux connaître le fonctionnement du téléservice et l'état des bases. Donc, moi, pour que je fasse remonter ces infos, pour que je puisse mener les enquêtes et vous donner des conseils, je vous donne aussi des conseils, vous pouvez qualifier, là, vraiment, il n'est pas du tout conseillé de qualifier, etc. Il me faut des éléments pour baser ma réflexion. Donc, il me faut des copies d'écran, clairement. Il me faut les copies d'écran de la pièce d'identité ou le scan. Il me faut les copies d'écran du retour du téléservice. Et idéalement, il faut me préciser quelle est l'identité correcte. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'usager, il dit, voilà, mon identité, c'est celle-ci ou pas celle-ci. Évidemment, comme vous me transférez des données nominatives, on ne peut pas transférer ça par un mail classique. Donc, j'ai une messagerie sécurisée de santé. Vous avez l'adresse ici et vous avez aussi l'adresse dans la signature de mon mail. Et pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas accès à une messagerie sécurisée de santé, j'ai également une plateforme de dépôt sécurisé qui est hébergée chez un hébergeur de données de santé, donc on est tout à fait conforme à la réglementation. Elle est également présente dans ma signature. Vous cliquez dessus et vous m'envoyez les documents là-dessus. Alors, tout ce que je vous ai dit, c'était très riche. On n'a pas beaucoup de temps, donc je suis passée assez vite sur certains éléments. Nous avons formalisé tout ça dans une fiche pratique, la fiche pratique 04 du GRIV, que vous pouvez retrouver sur notre site internet et dans l'espace Agora Social Club. Vous aurez le lien également sur
à la fin du support. Et ce qui est important aussi, donc si vous voulez, il y a la fiche en elle-même, mais on vous fournit une annexe aussi qui nous a été fournie à titre indicatif par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et qui vous donne la correspondance entre les codes extension et les codes géographiques officiels. Et ça peut vous permettre de prendre vous-même votre décision. Juste dernière info, pour mémoire, pour l'Algérie, par exemple, on a déjà tout le problème des Français nés en Algérie française. On a tout le problème des codes extension. Les codes extension pour l'Algérie, il y en a 3 ou 4. 99 353, 99 354, 99 355, etc., etc. Donc moi, je vous encourage vraiment à vous baser sur ces 2 documents pour alimenter votre réflexion. Voilà. Alors, j'en ai fini avec cette présentation, avec un petit peu de retard, vous m'excuserez, mais les échanges ont été très riches. Très riches. Je vais commencer à répondre aux questions. Alors, bougez pas, je reviens sur le chat pour avoir toutes les questions. Ok, c'est bon. Bon, pour Sébastien Moutet, j'espère que cette partie discordance vous a apporté des éléments de réponse sur votre question initiale sur la différence entre le code commune présent dans le matricule INS et le code commune présent dans le champ lieu de naissance ramené par le téléservice INSI. Alors, Italie, Espagne, il y a beaucoup de codes extension et beaucoup de codes communes différents, etc. Présence de prénoms composés avec 2 tirets, Jean-Marie. Ceci est présent sur… Alors, est-ce que c'est les noms ou est-ce que c'est les prénoms? Sur les noms composés, 2 tirets, c'était légal jusqu'à 2011 de mémoire. Donc, Monsieur Moutet, si vous pouvez nous préciser si c'était les 2 tirets sur les noms ou sur les prénoms, ça serait intéressant. Pour Shadi Abras, dans la base INS du CHU récupéré des INS commençant par 6, 5, 6, 7, 8, il faut signaler à qui? Alors, vous pouvez me signaler à moi si vous voulez, mais je crois que vous êtes à Grenoble. Si vous êtes à Grenoble, vous avez un référent d'identito-vigilance régionale. Elle s'appelle Céline Vierge. Elle est présente au niveau du grade de Sarah, du GCS Sarah. Maintenant, si vous n'avez pas ses coordonnées, je ne peux pas vous les donner de tête, son mail, mais je pourrais éventuellement vous m'envoyer un mail ou vous envoyer un mail à Grive et je vous donnerai ses coordonnées. Pour Béatrice, pour un de nos patients né à Paris, si l'INS nous renvoie le code 015 et que le passeport stipule 017, on ne qualifie pas. Il faut appeler le patient pour qu'il gère l'erreur. A priori, oui. Maintenant, Béatrice, sur les villes à arrondissement, c'est parfois un peu complexe. C'est parfois un peu complexe. Il y a moins d'erreurs à Paris qu'à Marseille, ce qui est déjà pas mal. Mais normalement, vous ne devriez pas qualifier. Maintenant, vous ne chercherez jamais l'identité de cet usager en tapant le code du lieu de naissance dans votre système. Donc, vous pouvez aussi dire, moi, le code du lieu de naissance, il est important que cet usager ait une INS pour alimenter l'espace santé, pour partager, échanger, etc. Donc, je considère que je suis sûre que c'est le même patient. J'accepte ce code lieu de naissance qui est un peu différent de celui de la pièce d'identité. Pour Céline Barbieri, imaginons, une INS a été qualifiée par un établissement ayant accepté une discordance sur un autre prénom, mais un autre établissement ne l'accepte pas, que faire? Eh bien oui, mais ça, c'est toujours le problème. Alors, en fait, il faudrait voir les cas d'usage. Il faudrait voir les cas d'usage parce que le cas d'usage que je vois éventuellement, ça serait vous recevez une INS qualifiée avec un document en provenance d'un autre établissement. Elle a été qualifiée, il y a une erreur sur le 2e prénom, par exemple, et l'établissement a décidé de la qualifier. Donc, normalement, vous faites appel au téléservice de vérification. Lui, il va se baser juste sur l'INS, il va dire OK. Et par contre, vous, après, vous regardez, vous voyez votre pièce d'identité qui est différente et vous dites, bah non, moi, je ne suis pas d'accord pour la qualifier parce que la politique de mon établissement, ce n'est pas la même. Vous allez la déqualifier. Et donc, dans votre système, vous aurez une identité au statut validé, par exemple, et plus du tout au statut qualifié.
Mais par contre, le document que vous aura envoyé votre correspondant, lui, c'est gravé dans le marbre, hein, c'est qualifié chez lui. Ce document, il sera référencé, en tout cas au moins sur le PDF, l'identité, avec l'INS qui a été qualifié chez lui. Idéalement, et peut-être ça arrivera un jour, mais là, on n'a pas assez de recul sur l'INS. Et ce qui est important, c'est vraiment de laisser la main aux référents d'identito-vigilance des établissements, hein, qui sont garants finalement de la sécurité de l'identification dans leurs établissements. Idéalement, ça serait que tout le monde fasse la même chose, mais c'est un peu tôt pour… et puis surtout, je pense qu'il ne faut pas imposer. Je pense qu'il ne faut pas imposer des règles, qu'il faut que chacun se fasse son expérience. Toujours, comme je l'ai dit, hein, ce qui est important, c'est la sécurité de la prise en charge, la sécurité de l'identité. Donc, peut-être que dans 10 ans, il y aura des règles imposées, mais là, je pense que c'est un peu trop tôt. Le flyer, alors je regarde. Alors, je vois que Sophie, alors non, la liste des référents régionaux, Karine, vous l'aurez dans le support. Attendez, je peux peut-être, on va essayer de voir si on l'a ici. Attendez, hein, voilà, attendez. Les référents régionaux. Vous voyez, quand vous aurez le support de présentation, ici, vous avez liste des référents régionaux d'identito-vigilance et vous avez directement le lien vers la page de l'ANS qui les référence. Voilà pour les référents régionaux. Alors, 2 tirets sur les noms composés, il faut considérer que tiret ou espace, un tiret, 2 tirets ou une espace, ça n'est pas une discordance. Ça, c'est un peu admis au niveau officiel. Donc, vous avez un tiret entre des noms composés ou 2 tirets entre des noms composés ou un espace entre des noms composés, ça n'est pas considéré comme une discordance. D'autant plus que maintenant, les systèmes d'information sont insensibles à la recherche par tiret, à la présence d'un tiret, d'un apostrophe ou d'un espace quand on fait une recherche. Et c'est pour ça que ce n'est pas considéré comme une discordance. Pourquoi ? Parce que ça ne vous empêchera jamais de trouver le patient et donc, normalement, vous ne devriez pas créer de doublons. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et ça, c'est vérifié au cours des visites de référencement des éditeurs. Cette insensibilité à la présence de tirets ou d'apostrophes à la place d'un espace, par exemple, c'est vérifié. Question DMP un peu hors sujet. À quand l'ouverture automatique des DMP de mon espace santé ? C'est commencé déjà. Et si vous n'avez pas reçu le mail, vous pouvez sur Internet, moi par exemple, je n'avais pas reçu le mail, vous pouvez vous-même ouvrir votre espace santé. Il suffit de vous munir de votre carte vitale. On vous demande le numéro de série, des questions, etc. Et vous pouvez l'ouvrir. Moi, je l'ai ouvert toute seule, mon espace santé. La messagerie sécurisée du patient, elle est ouverte également. Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas vérifié, mais j'ai fait un test ce matin en essayant de m'envoyer un message sur ma messagerie citoyenne. Je n'ai pas encore vérifié si je l'avais reçu. Je n'ai pas eu le temps. Est-ce que vous pourrez avoir le lien vers la page que… Oui, vous aurez le support, pas de problème. Il sera dans l'espace Agora Social Club. Le lien, je vérifie. J'ai l'impression qu'on a… que j'ai répondu à toutes vos questions. Alors, je suis désolée, on a pris un peu de retard sur l'horaire prévu, mais je suis désolée et pas désolée à la fois parce que ça prouve que ça vous a intéressé, parce que si on termine ce webinaire avec du retard, c'est que vous avez posé plein de questions et il n'y a rien de plus agréable pour moi que d'avoir, au travers du chat, certes, mais des interactions avec vous, de répondre aux questions. C'est vraiment très agréable pour moi et pour ça, je vous en remercie. Il me reste à vous souhaiter une excellente après-midi. Dès qu'on aura
mis le support sur Agora, on vous envoie un mail. J'en profite pour dire que sur Agora, effectivement, il faut se créer un compte, mais même si vous n'êtes pas de PACA, vous pouvez vous créer un compte et demander l'accès à l'espace Grive. On autorise tout le monde. Hein. L'idée, c'est vraiment de partager et d'échanger ensemble. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Le support sera en ligne d'ici maximum une dizaine de minutes sur l'Agora Social Club. Et le replay, le lien YouTube sera plutôt en début de semaine prochaine, hein, parce que ça dépend de notre service com, on n'a pas la main dessus. J'en profite pour vous dire, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction sur la formation. Il y a 4-5 questions, si vous pouvez répondre. Nous, ça nous aide à nous améliorer. Et puis, ça, bon, pour ne rien vous cacher, ça nous fournit aussi un indicateur qu'on exploite. Et on vous proposera également de répondre à un quiz, si vous avez envie, qui est fait avec un outil un peu ludique, qui est Klaxoon. Si vous avez plus de 50% de bonnes réponses, on vous transmettra une attestation de formation en plus de l'attestation de présence. J'arrête de parler. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Ce que j'avais envie de faire, ça serait, en plus des webinaires, d'organiser des sessions questions-réponses, mais alors pas du tout, plutôt quelque chose d'informel, sans support de présentation, avec un outil de type Teams où tout le monde peut s'exprimer. On va rajouter une question dans le questionnaire de satisfaction. Si vous êtes intéressé par l'organisation de sessions questions-réponses, parce que je les organiserai que s'il y a suffisamment de gens intéressés, n'hésitez pas à nous en faire part et il n'y a aucun problème, on organisera un échange sur tous ces sujets. Bonne fin d'après-midi à tous et à bientôt.